Hello everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, la vidéo la plus importante de 2021, même si elle sort en 2022. Not a problem. Je suis trop contente parce que aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 de mes meilleures lectures de 2021. 2021 et non pas 2020. Oh là là, je suis un petit peu perdue. En 2021, j'ai lu 105 livres et parmi ces 105 livres, d'ailleurs je suis contente parce que j'ai réussi à atteindre mon petit challenge Goodreads de 100 lectures, même si en vrai, au fond de moi-même, j'aurais aimé atteindre 120. C'est pas très grave. Surtout que je me rappelle que quand même, la première partie de l'année, là, moi j'étais en prépa, donc je suis déjà contente d'avoir réussi à lire 100 livres, c'est déjà énorme. Mais en tout cas, parmi ces 105 lectures, j'ai fait de bonnes et des très très bonnes lectures. J'ai eu quelques coups de cœur. Les 10 livres que je vais vous présenter là ne sont pas tous des coups de cœur, parce que je n'ai pas des coups de cœur hyper facilement. Mais il y a quand même du très très bon, vraiment. On commence tout de suite avec un livre des éditions Rivka. Voilà, c'est l'indice. En fait, je vais vous faire des indices avant de vous montrer les livres. Voilà, édition Rivka, vous avez pas beaucoup de chance, hein. Je crois qu'ils ont paru 3 livres, donc ça devrait aller. Je vous parle de Gods of Men de Barbara Kloss. Donc ici, c'est le premier tome, et j'ai énormément aimé ce premier tome, parce que c'est de la romantasy, donc romance, fantasy, avec un petit enemies to lovers, dans un monde carrément sombre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que même si on était dans du young adulte, voire parfois un petit peu du nu adulte, même si on était dans cette catégorie d'âge là, on n'y va pas avec des pincettes. Il y a du gore, il y a du sombre, il y a de l'effrayant. Ça change parce que moi j'ai trouvé qu'on n'y va pas dans un petit monde aseptisé où il y avait pas trop de danger, on va dire. Là vraiment il y avait du gore, il y avait du danger et c'était vraiment cool. Dans ce livre on suit les aventures de Sable, qui est une jeune princesse qui un jour va endormir toute la cour de son père alors qu'elle jouait d'un instrument et elle va devoir fuir parce que le problème c'est que la magie est complètement interdite dans ce monde et vu qu'elle vient de révéler qu'elle en avait de la magie, et elle va devoir fuir et elle se réfugie à l'extrême opposé de là où du continent où elle se trouve et elle vit un peu dans l'anonymat et je pense que je vais vous laisser que ça. Et si je vais quand même vous rajouter le fait que le problème c'est que alors qu'elle est dans l'anonymat là super au nord, complètement à l'opposé de là où elle habitait, il va y avoir un monstre qui est en train de se réveiller et elle le voit. Et elle se dit c'est quoi ce bordel, et en même temps il y a un prince qui arrive et elle se dit c'est quoi ce bordel, et donc vraiment c'était trop cool. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le monde mis en place et les créatures, j'ai adoré le fait que ce soit assez sombre et surtout j'ai tellement aimé la romance qui est ma foi plutôt bonne. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre qui était une très bonne lecture. Au début je pensais que c'était un coup de cœur et maintenant je sais plus trop si c'est un coup de cœur, mais ça reste dans mon top 10. Ça, c'est sûr et certain. 9ème lecture de ce top. Anne de Green Gables de Lucy Montgomery. Et oui, parce que c'est cette année que j'ai découvert les Anne. Et c'est vraiment très cool. J'ai essayé de me mettre à la série sur Netflix, mais j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'ai pas accroché, donc voilà. Mais j'ai carrément accroché au livre que je trouve tellement doux, tellement tellement safe place. Vraiment, tu vas pas bien, bah tu lis Anne et ça va tellement mieux ensuite. Même si c'est vrai que des fois il y a des passages, tu te dis bon, est-ce que c'est censé me faire pleurer parce que ça va réussir? Mais il y a quand même des passages tellement mignons. Anne, en fait, par ses pensées, par ses réflexions, et toute douce et te met toujours du baume au cœur. Surtout dans ce tome 1 où elle est enfant. J'ai beaucoup aimé le tome 2, hein, mais ce tome 1 a vraiment été un coup de cœur, alors que je pense que maintenant le reste de la saga le sera moins parce qu'il y avait moins cette petite magie un peu qui flottait entre les lignes, parce que ça reste quand même un livre écrit au 19e siècle, donc là il n'y a pas les mêmes traits de personnalité et tout, enfin je sais pas comment expliquer, on sent que c'est pas de la même époque et du coup que moi en tout cas ça ne me touche moins, mais dans ce premier tome vraiment il y a eu cette énergie, cette vibe particulière qui fait que j'ai adoré. Après le deuxième tome a aussi été une très bonne lecture, mais là je voulais aussi représenter un peu toute la saga et surtout ce premier tome qui était vraiment magique. Donc n'hésitez pas, en fait on suit Anne qui est une jeune orpheline qui va être envoyée sur l'île du prince Édouard au Canada, début 20e, et en fait elle va voir cette nouvelle vie avec cette fois-ci une vraie famille et on va la suivre dans ses aventures, et sachant que Anne est une petite fille très espiègle et qu'elle va faire plein de bêtises et c'est vraiment très mignon. Et oui, vraiment lisez Anne, ça ne pourra que vous faire ressortir plus grandi et plus joyeux. Comme ça on croira tous en l'humanité et on deviendra des bisounours, yay. 7ème lecture, non, 8ème lecture, parce que c'est le 3e livre mais c'est la 8ème lecture.
let's go. Que je réclame un peu en fait inversé avec Gods of Men et je pense qu'en fait je me suis trompée. Ça commence bien. En tout cas, je vous présente le premier tome de la saga Sœur de Sang chez les éditions Lumen. Donc ici on a L'envol du phénix par Nikki Popretto qui a été une super lecture. Et en fait, il faut que j'arrête de dire qu'il a été une super lecture, qu'il a été une très très bonne lecture, parce que bien sûr, on est dans le meilleur, la crème de la crème dans cette vidéo, donc bien sûr que ça va être mes meilleures lectures. Dans Sœur de Sang, on suit deux sœurs qui tentent désespérément d'obtenir un phénix, même deux phénix, parce que un chacune, et de devenir des dresseuses de phénix. Parce que c'est un peu ce dont elles ont toujours rêvé en étant enfants. Sauf qu'un jour, elles trouvent un œuf, et il n'y a qu'une seule des deux sœurs qui arrive à avoir un phénix, et là, la relation se détériore énormément, et l'une s'enfuit pour aller vivre avec les dresseurs, et l'autre, on sait pas trop ce qui lui arrive. Mais on se rend compte, au final, que peut-être que les deux sœurs ont quelque chose à voir avec la guerre qui s'est passée 20 ans plus tôt, et qui a fractionné en deux le royaume, et peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de secrets qui se cachent derrière ces deux sœurs, et derrière tous les phénix, et l'histoire des phénix. Ce premier tome a été à ça du coup de cœur, ça parce que je sais pas, il a manqué la petite étincelle qui a fait que c'était vraiment un coup de cœur, mais c'était une très 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 bonne lecture, surtout pendant la fantasy young adulte. En ce moment j'essaie de moins en lire parce que je me rends compte que je suis de plus en plus déçue par mes lectures young adulte, parce que je me rends compte que ça ne correspond plutôt à mes attentes. Maintenant j'attends vraiment des choses qui peuvent être violentes s'il le faut, à des scènes de sexe, on ne va pas se le cacher, à des enjeux politiques poussés, et c'est pas forcément ce que j'ai en young adulte. Après ça fait toujours plaisir d'en lire de temps en temps, du coup je ne crache pas dessus, mais c'est vrai que mes attentes sont devenues trop hautes je pense pour ce type de lecture, mais avec Sœur de Sang, j'ai pas du tout été déçue, parce que le monde créé est très 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 riche, et vraiment j'étais là en mode waouh, pour un livre young adulte c'est vraiment top, et vraiment il est très 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 dense. On a tout le monde, il est lourd du coup je le pose. On a tout le monde des phénix, on a toute leur histoire, on a de la géographie, on a des mythes et légendes, et vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement complet. En plus j'ai beaucoup aimé les personnages, parce qu'en plus c'est un roman choral, donc on a un petit peu accès à plein de points de vue qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, même si au début j'avoue que j'avais un peu du mal avec les points de vue de Seth, parce que je voulais juste passer à ceux des deux sœurs, mais au final on comprend vite pourquoi Seth est là. Et ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 a été une grosse déception parce que je m'attendais à ce qu'il soit aussi bien que le premier, alors que il a surtout été très long. Mais là j'ai le troisième tome dans ma palle, et j'ai hâte de voir comment se termine cette saga qui, j'espère, va le terminer en une apothéose, parce qu'il y a vraiment de quoi faire du très très bon, et j'ai vraiment trop hâte. Ma 7ème lecture que j'ai à vous proposer n'est pas une lecture publiée, c'est une fanfiction, mais elle méritait tellement d'avoir une place dans ce top que je n'ai pas pu résister. Je vous parle de la fanfiction Manacled de Sen Yu Liu, il me semble que je vous mets juste ici, qui est une fanfiction Dramion qui se passe du tome 5, on va dire que c'est comme si les événements, non, c'est comme si les événements du tome 6 et 7 n'étaient jamais arrivés et que l'histoire avait suivi un chemin complètement différent. Et quel chemin! Vraiment, je suis traumatisée par cette fanfiction, à l'aide, Clara, Estelle, aidez-moi. C'est Clara de la chaîne Clara Hero qui me l'a fait découvrir. Et mon dieu, dans quoi est-ce que je suis tombée? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a broyé le cœur. En vrai, il me reste quelques chapitres, mais j'ai très peur de les finir. C'est une saga, enfin une fanfic de 400 000 mots. Je sais pas si vous réalisez 400 000 mots ce que ça fait. C'est juste énorme. Les livres qu'on a l'habitude de lire font en général 100 000 mots, 120 000 pour les plus gros, et là 400 000 mots. Vraiment, quand j'ai vu sur TikTok des gens qui l'avaient relié, j'étais là en mode c'est énorme. Je vous mets encore un TikTok juste ici, comme ça vous voyez à quel point le livre est énorme. Mais en même temps, je comprends qu'il soit énorme, même si moi je l'ai lu assez rapidement, donc j'ai vu que des fois il y avait des répétitions, mais je me dis que pour des gens qui l'ont lu chapitre par chapitre, c'est normal. Mais vraiment, ce livre, waouh! Je ne sais pas comment vous le résumer, c'est juste que même si vous ne lisez pas de Dramion, lisez cette fanfic, elle va vous broyer le cœur. Si vous voulez quelque chose de très sombre, trigger warning viol et trigger warning violence et trigger warning deuil, torture, enfin c'est la guerre en fait, donc forcément c'est vraiment pas des petits moments plaisants. Amian est en fait devenue un peu l'infirmière
devenue la healeuse du groupe. Et du coup, des fois, elle doit vraiment soigner des trucs. Je suis en mode, what? Bah, heureusement que t'as la magie, ma chère, parce que sinon, jamais l'autre il aurait survécu. La relation entre Draco et Hermione est exceptionnelle. Ça avance vraiment tout doucement. Si vous aimez le slow burn, mais foncez. Si vous aimez l'ennemi de Lovers Slow Burn, mais alors là vous êtes au rendez-vous, hein, parce que moi je vous le dis, vous pourrez pas faire mieux à part Prince Captif. J'avoue. Mais vraiment, c'était vraiment exceptionnel comme fanfic et j'ai du mal à m'en remettre. Je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, je pense que je vais annuler le tome 6 et 7 et je vais le remplacer par cette fanfic qui est trop bien. Vraiment, lisez-la. Je vous jure que vous n'allez pas être déçus, même si vous ne lisez pas de fanfic Harry Potter, même si Dramion, c'est un couple que vous n'aimez pas du tout. La psychologie des personnages et l'évolution de leur relation est tellement incroyable et tellement bien faite que je vous jure que vous succomberez comme nous avons tous succombé avant vous. Par contre, j'avoue que c'est un rythme très lent, même s'il se passe des trucs des fois où t'es là en mode waouh, ça pète de partout, les révélations, tout ça. Mais vraiment, lisez Manacled qui m'a vraiment transformée, mais qui à cause des longueurs n'est pas le coup de cœur que ça aurait pu être. Mais en même temps, c'est une fanfic donc c'est pas édité, donc forcément il y a des défauts, mais ces défauts sont largement surpassables. Lisez Manacled. Et je vous mets un lien en barre d'infos pour trouver là où est-ce que vous pouvez la lire, etc. Vous pouvez la télécharger en e-book et, ou en PDF ou en tout ce que vous voulez, mais vraiment waouh. 6ème lecture coup de cœur. Et là oui, on commence à rentrer vraiment dans les gros coups de cœur. En tout cas, je vous parle pour mon 6ème coup de cœur de Six of Crows, de Live Bardigo et notamment du tome de La Cité Corrompue. Donc c'est une duologie, donc là c'est le tome qui clôture cette duologie et mon dieu, quel tome, mais quel tome. En fait, ce début de première année a été marqué par le Grishaverse, étant donné que, comme tout le monde, en fait, j'attendais la série et que du coup, j'ai tout lu les livres avant de vouloir voir la série et... Six of Rose, Nina et Mathias, comment puis-je vous oublier, vous resterez à jamais dans mon cœur, forever. Je vous aime. Juste pour Nina et Mathias, en fait, lisez ce livre. J'étais en total fangirling sur Nina et Mathias que j'ai trouvé juste exceptionnel et c'était trop bien. Et là on n'est plus du tout sur une tentative d'effraction et tout, et c'est ça justement que j'ai aimé, c'est que vraiment là on est de retour à Ketterdam, dans la cité du jeu, dans la cité du vice, dans cette sorte de Venise un petit peu j'ai trouvé et qui est juste trop bien. Et vraiment là on est à fond dans la psychologie des personnages et vous allez le voir, en fait j'adore quand les romans sont hyper psychologiques, vont vraiment genre chatouiller les personnages et leur faire vivre leur pire cauchemar ou leur meilleure joie, je ne sais pas trop, un meilleur rêve plutôt, si on veut faire une plus jolie figure de style. Mais vraiment ce tome 2 a été, je trouve, à l'apothéose du travail de Leigh Bardugo. J'avais beaucoup aimé Grisha, mais Six of Rose a été un level encore au-dessus, notamment ce tome 2 que vraiment je l'avais dans ma palle depuis super longtemps et je comprends pas que je l'ai pas lu avant. Vraiment c'est une fabuleuse conclusion aux aventures de toute la bande que j'espère quand même retrouver dans les livres futurs. Faut d'ailleurs que je me procure King of Scars et tout le tralala qui vient après, mais vraiment j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que j'ai adoré, parce que c'est vraiment tout mon sentiment. Et même si je l'ai lu en début d'année, je me souviens de ce qui se passe, mais mes sentiments de lecture, ça a juste été, j'ai adoré. Donc j'ai pas vraiment de véritable argument, mais waouh, j'ai beaucoup aimé. Mais vous allez voir que il est qu'en 6ème place, donc la suite est exceptionnelle. Mais en vrai, à partir de ce moment-là, tout est un petit peu plus flou. J'ai fait un classement, mais les expériences de lecture ont toutes été exceptionnelles. Donc on va dire que je fais un classement, mais que vraiment ils sont à 0,01 point si on faisait des scores près, donc voilà. 5ème lecture, on arrive déjà à la moitié. Un manoir en Cornouailles de Eve Chase que j'ai lu en lecture commune avec Nova Artistique. Et c'était une lecture trop cool. Une lecture commune aussi très cool. Et j'ai trop aimé ce livre. Au début, j'avoue, j'étais bien dans l'histoire et tout, mais j'avais un peu de mal à avancer. Mais après... Mon cœur saigne encore après cette lecture, même si elle se termine bien. C'était magistral, révélation sur révélation, dans une ambiance vraiment très froide, vraiment automnale. Vraiment lisez ce livre en automne, je vous jure que ça ne fera que encenser encore plus votre expérience de lecture. Vraiment c'était trop bien, j'ai été vraiment transportée en Cornouailles avec tous les personnages dans des secrets de famille très sombres, dans un événement tragique qui va en fait secouer une famille et qui va tout remettre... sans dessus-dessous dans cette famille à une époque où on est dans les années 70, 1968 je lis là,
Sauf que dans ce manoir, encore moi justement, on est plus dans une vie début 20e où la vie est froide, où la vie est dure et où il se passe plein de choses. La relation et les relations entre les personnages étaient magnifiques, les descriptions étaient magnifiques. C'est un roman qui se passe en 2 temps. On a 1968 et on a aussi les années actuelles. J'ai adoré les années 1968, un peu moins les années actuelles, mais vraiment c'était trop bien. Et s'il n'y avait pas eu les années actuelles, bah il n'y aurait pas pu avoir le livre, mais forcément, cette période des années 1968, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. 4e lecture, et là, j'apprécie énormément l'œuvre. J'apprécie moins l'auteur pour tout ce qu'il a pu dire et pour ses actes un petit peu misogynes et très étranges dans le tome 2. Mais il fallait quand même que je le mette parce que même si je n'approuve pas forcément l'auteur ni certains actes du tome 2, ça reste une très 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 bonne lecture. Voire même un gros coup de cœur. Never Night Babies. Et oui, le premier tome, N'oublie jamais, de J. Christophe, donc pareil aux éditions de Saxus, a été un énorme coup de cœur. Accrochez-vous pour les 100 premières pages parce que c'est un peu dur à passer. Mais ensuite, des explosions de partout, une école d'apprentis assassins où vraiment il y a des réflexions et des épreuves qui sont extrêmement intéressante, même d'un point de vue j'allais encore dire psychologie, mais vous allez en avoir marre d'entendre ce mot, mais même d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire. C'est vraiment très 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 bien fait ce livre, et de l'action concentrée, j'ai envie de dire, avec une grosse touche d'humour. Alors vous prenez ou vous ne prenez pas l'humour de J. Christophe. Moi j'ai vraiment bien pris, avec toutes les notes de bas de page, etc. et l'humour sarcastique et mordant de certains de ces personnages. En plus, le world building, si vous lisez les notes de bas de page, parce que si vous les lisez pas, vous avez un peu moins, même beaucoup moins de world building. Mais vraiment, j'ai trouvé que le monde créé était tellement intéressant et parfois tellement dur, mais avec l'humour qu'il y avait dans ce livre, en fait ça allait mieux du coup. Dans ce livre, en fait, on suit Mia Corveri qui a vu sa famille être assassinée quand elle était plus jeune, et donc elle a décidé de se venger. Et c'est ce qu'elle va faire. Vraiment, elle ne va pas perdre un seul instant et elle va se lancer aux trousses des assassins de sa famille qui, en fait, sont très 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 élevés. Et waouh, c'était juste génialissime. Le tome 2, j'ai beaucoup moins aimé parce que Mia entreprend une relation avec une jeune femme et j'ai trouvé que c'était ultra fétichisé, c'était vraiment très très malaisant à lire, et j'ai vraiment pas du tout aimé ce côté-là qui a fait que vraiment la saga a baissé d'un coup pour moi. J'ai trouvé un tome de qualité, alors que en soi le reste de l'histoire était juste top, mais ça n'est pas du tout passé, et dans celui-là il n'y a pas ça, et je vous jure que du coup c'est trop 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 bien. Vous allez vraiment être aux côtés de Mia tout le temps, que ce soit quand elle tue, que ce soit quand elle rigole, que ce soit quand elle fait l'amour, que ce soit quand elle étudie. C'est tellement immersif que c'était juste magique. 3e meilleure lecture de l'année. Là, je pense que c'est clairement grâce au film. Et là, je pense que vous savez du coup de quel livre je parle. Je vous parle de Dune, de Frank Herbert. Donc là, c'est le premier tome que j'ai dans une édition vraiment très très moche, mais c'est pas grave. Parce que je l'ai récupéré je ne sais plus où. Je crois que je l'ai acheté sur Vinted pour genre 2€ et j'ai tellement bien fait. Vu que le film allait arriver, je me suis dit, waouh, faut trop que je le lise avant et tout. Comme ça, vraiment, je serais à la page, je pourrais comparer et tout. Et j'aime beaucoup lire les livres avant les films. Mais là, je l'ai pas fait. Et je pense que mon expérience de lecture n'aurait vraiment pas du tout été la même si j'avais d'abord lu le livre. Je pense que d'ailleurs, j'aurais même été complètement déçue. Alors que là, le film a vraiment été un énorme coup de cœur cinématographique. J'ai adoré ce film. Là où les gens voient des longueurs, moi je ne vois que du talent et des scènes tellement importantes, et c'est tout sur des détails, tout se joue sur vraiment des infimes regards, des mouvements très 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 fins, J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment une œuvre de Denis de Villeneuve très très poétique et extrêmement bien réalisée. Mais du coup, ensuite, je me suis lancée dans Dune et waouh, j'ai tellement bien fait. Sachant que Dune, j'ai trouvé dans l'écriture de Frank Herbert, ne rend pas forcément justice aux personnages, dans le sens où les personnages sont vraiment plutôt froids, on n'a pas forcément souvent leurs pensées ou leurs sentiments, etc. Mais en termes d'écriture et en termes surtout de philosophie, parce qu'il y a eu beaucoup de thèmes philosophiques que j'ai trouvé traités dans ce roman, notamment avec des réflexions et des rapports et des allusions à Heidelberg et à un autre philosophe, je ne sais plus lequel, et c'était vraiment extrêmement intéressant parce que on se rend compte que Dune, en fait, c'est vraiment pas juste une œuvre de science-fiction comme ça random, et je comprends maintenant pourquoi ça a eu un tel succès, parce que vraiment les thèmes abordés sont abordés à un niveau où on pourrait genre faire des thèses sur Dune, et c'est tellement appréciable de voir et de lire une œuvre si riche, si complète, où aucun détail n'est laissé au hasard. Et donc on va traiter notamment des thèmes de la féminité avec les personnages féminins qui ont un vrai rôle et qui sont
importante et sans elle, bah j'allais dire Timothée Chalamet mais du coup non, Paul ne serait pas Muad Dib, il me semble, je sais plus trop comment on le dit, mais c'est quelque chose comme ça. Ce serait pas en fait la personne qu'il est devenu. On a aussi bien sûr le thème de l'écologie, le thème des guerres pour le pouvoir et du capitalisme dans une certaine manière. Ce livre est allé tellement plus loin sous couvert de science-fiction et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit de la science-fiction, mais qu'au final on soit que sur une planète et c'est pas du tout des épopées space opéra et tout comme dans Star Wars. Là on est vraiment à un niveau très fin où tous les détails comptent. Très bon livre, très bonne lecture et j'ai encore plus adoré grâce au film qui m'a vraiment transportée dans un autre univers et dès que je lisais je me retrouvais dans les images etc. Vraiment un gros coup de cœur. Mais étrangement j'ai pas envie non plus de rush ma lecture et de tout de suite lire le tome 2, j'ai vraiment envie de laisser couler on va dire cette lecture en moi et de vraiment, vous savez, se laisser imprégner. Là on arrive sur du très lourd, il reste que 2 lectures que j'ai à vous présenter. C'est des lectures, je les ai lues en one shot, vraiment quand j'adore une lecture, je la lis d'un coup. Et là je les ai vraiment lues d'un coup, je ne pouvais pas m'arrêter de lire ces 2 livres. Notamment tout d'abord L'Antilune de miel de Christina Loren. Alors là on est à des années-lumière de Dune, hein, vraiment. Comme quoi je lis vraiment des trucs totalement différents. Mais vraiment L'Antilune de miel. En romance doudou, Safe Place. Enemies to Lovers, mais en romance. C'était trop mignon, c'était trop bien, c'était si drôle. Et juste j'ai adoré parce que ça m'a fait me sentir bien pendant genre 4 heures de lecture. Et ouais, c'était trop drôle, c'était trop bien. Et les situations sont trop cool. Je lui demandais ça, je demandais à cette romance qu'elle soit parfaitement ça. Elle l'a parfaitement été et elle a même été plus loin. J'ai trop aimé. Surtout qu'à la fin on a un petit message assez important sur les relations avec des pervers narcissiques et sur la tromperie. Et j'ai beaucoup aimé qu'on aborde aussi ces thèmes d'une certaine manière. C'était vraiment une très bonne idée à l'autrice de les intégrer. En fait, dans ce livre, on suit Olive et Evan. Olive qui est une jeune fille qui a toujours été un peu seule et surtout qui a toujours été habituée à être un peu dans l'ombre de sa sœur jumelle. Jusqu'au jour où sa sœur jumelle tombe malade le jour de son mariage et donc la lune de miel qu'elle avait gagnée, elle veut pas y aller, et donc elle propose à sa sœur d'y aller, avec le témoin du marié qu'elle déteste. Et là, à partir de là, il va y avoir une petite, pas romance dès le début, justement c'est très slow burn, mais ils vont se rapprocher et ça va être si drôle, vraiment il y a des situations qui étaient mais à mourir de rire, je vous jure, des fois j'éclatais comme ça de rire dans mon appart en lisant ces quelques lignes. Très gros coup de cœur. Je vous le conseille énormément si vous avez juste envie de passer un bon moment, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous voulez juste une romance simple, et pas compliqué, et pourtant très drôle, et avec un petit Enemies to Lovers. Vraiment, lisez L'Antilune de miel, surtout que des fois il y a des pics, je vous jure que j'étais au sol et que je vais réutiliser. Bon, là il faut être sérieux 2 minutes. On arrive à mon top 1. Et oui, on est sur Fortnite maintenant. C'est faux. Et on arrive à la meilleure lecture de 2001, selon moi, même si toutes celles que je vous ai présentées là vraiment n'étaient pas très loin les unes des autres et on était toutes des gros coups de cœur. Mais je pense que ce livre, alors en fait, quand je l'ai fini, j'avais directement envie de le relire. Et je sais qu'il a des défauts, j'en suis très consciente. Mais en fait, le bon moment qu'il m'a fait passer, on va dire, vient contrecarrer ses défauts. Et surtout, j'ai vu dans beaucoup de tops justement de cette année que les gens hésitaient entre bon moment de lecture et coup de cœur. Et pour moi, un livre qui m'a fait passer un bon moment de lecture, c'est forcément un coup de cœur. Même si il n'y a pas forcément les qualités pour être le meilleur livre de l'année, c'est pas ce qu'on lui demande. Et des fois, je trouve que les gens oublient qu'en fait... un livre, même s'il a des défauts, même si c'est pas l'intrigue la plus phénoménale, si vous avez passé le meilleur moment de lecture de votre année, alors, à mon avis, c'est peut-être le meilleur livre que vous avez lu cette année, même si il a des défauts, même si il est pas parfait. Serpent and Dove de Shelby Mayurin a été pour moi cet excellentissime moment de lecture que j'ai passé en sa compagnie. Même si je suis au courant qu'il a des défauts et que c'est pas grave parce que les personnages, j'ai adoré les personnages. Lou et Reed ont été mes gros coups de cœur de cette année. C'est un peu les Nina et Mathias 2.0 j'ai trouvé. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai adoré. En fait on est dans un Enemies to Lovers où les sorcières sont chassées par des chasseurs de sorcières. Et Lou va finir par... devoir se marier avec un chasseur de sorcières alors qu'elle est une sorcière à cause d'événements qui ont fait que pour sauver sa peau elle s'est mariée et c'est vraiment extrêmement drôle. Je vous jure que des fois je me suis tapé vraiment des barres de rire dans ce livre. J'étais en plein fangirlisme, j'étais là en mode vraiment je vous jure que
que ce livre, ça a été un gros coup de cœur parce que j'ai adoré Lou et Reed, j'ai adoré voir évoluer leur histoire, j'ai adoré cet enemies to lovers, et je me rends compte d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup d'enemies to lovers dans mes meilleures lectures, mais c'est une troupe aussi que j'adore. Le défaut qu'on pourrait donner à ce livre, c'est le manque de détails dans l'univers. Le world building n'est vraiment pas ouf, mais le reste, j'ai adoré, c'était addictif, c'était un très beau enemies to lovers, c'était des personnages drôles et en même temps mignons et en même temps qui pouvaient être vivants, et je vous jure que j'ai été transportée avec eux, que j'ai vécu moi aussi leur histoire d'amour, et en fait bah, c'est ce que j'attendais et c'est ce que j'ai eu, et donc bah, j'étais pleinement contente et vraiment j'attends la suite avec impatience parce que la fin laisse apercevoir un nouveau monde et un monde que je n'aurais pas deviné au tout départ, et je sens que ça va prendre des proportions énormes. En plus des fois il y a des petits mots de français et j'étais là en mode oh, let's go. Après on les voit pas trop parce que vu que j'ai lu en français forcément tout est en français, mais il y a des petites astérisques qui indiquent que ce sont des mots en français en original, et j'étais là en mode yay, vive la France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois déjà que la luminosité a vachement baissé parce que le film à 16h. Yes, on adore l'hiver. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été vos meilleures lectures de l'année. Ça me ferait très plaisir d'en discuter. Et dites-moi si vous aussi, vous avez lu ces livres, parce que j'aimerais beaucoup savoir. Et notamment votre avis, parce que moi, ça a été des gros coups de cœur, vous l'avez vu, mais est-ce que pour vous, ça a été la même chose? En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Yay! Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!